Comme chaque matin, Bénédicte Chia fait son jogging, à 100 mètres au-dessus du sol. Il court sur une rue aérienne perchée au 26e étage de son immeuble. Bienvenue au Pinnacle at Duxton, le plus grand ensemble d'habitations publiques du monde. 7 gratte-ciel de 50 étages, l'équivalent de 7 tours Montparnasse, reliées entre elles par de gigantesques jardins suspendus d'un demi-kilomètre chacun. À Singapour, il faut faire vivre un maximum de gens sur un minimum d'espace. Bonjour, comment ça va? La solution, c'est la vie à la verticale. C'est certainement la meilleure solution. L'espace étant toujours limité, lorsque ces immeubles sont bien conçus, c'est très agréable. La famille Chia, comme 80% des Singapouriens, est propriétaire de son logement. Elle l'a acheté à un bon prix. Le Pinnacle at Duxton, l'immeuble du futur, est un programme immobilier public, géré par l'État. On habite ici depuis 5 ans. Et on s'y plaît vraiment. Ici, tout est centralisé. On a un accès facile aux différents services et à toutes les écoles. Pour accompagner les enfants à l'école, il suffit simplement de prendre l'ascenseur. Il se déplace à la vitesse de 2,80 m à la seconde. Et 44 étages plus bas, 2 maternelles accueillent les enfants de l'immeuble. Bonjour Aoui, bienvenue en classe. Les enfants, vous dites bonjour à Aoui? Et toujours sans quitter son immeuble, Pei Shan peut consulter au rez-de-chaussée le docteur de son choix dans un centre médical. Elle peut trouver un coiffeur, faire ses courses et finir par un repas au restaurant. C'est très pratique, surtout lorsqu'il pleut. On n'a pas à sortir de l'immeuble. Et ce n'est pas fini. 26e étage, les activités sportives. Elle peut suivre un cours de judo ou s'offrir une séance de danse des plus en vogue. C'est un cours de Zumba. Vous en faites? Non, c'est trop énergique pour moi. Je ne suis pas aussi agile que ces filles. 7000 personnes vivent dans le complexe du Pinnacle. La densité y est 3 fois supérieure à celle d'un immeuble traditionnel. Mais ça ne se sent pas. Ça ne se voit pas. Je n'ai jamais l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Il n'y a jamais de foule. On se croise avec les voisins uniquement dans le hall ou en prenant l'ascenseur. Du 1er jusqu'au 47e étage, on a tout le temps qu'il faut pour discuter. Au 50e étage, un jardin suspendu. Un privilège pour les habitants du Pinnacle, quand on sait que la température à Singapour est au-dessus des 30 degrés toute l'année. Si vous souhaitez vous promener après dîner le soir, c'est magnifique d'ici, avec toutes les lumières. Il y a beaucoup de vent, on ne sent pas du tout la chaleur. Et regardez d'ailleurs, toutes ces plantes sont naturelles. C'est incroyable qu'elles puissent pousser à une telle hauteur. Le but de ces immeubles autosuffisants, limiter les déplacements en ville. Le cauchemar de Singapour, c'est la circulation. La ville a adopté la politique la plus contraignante en matière d'automobile. Les propriétaires de voitures sont les plus taxés au monde. Circuler ici est un luxe. À Singapour, posséder une voiture, c'est aussi cher que d'acheter un deuxième appartement, car il y a un quota. 1000 à 2000 nouvelles voitures sont autorisées à circuler chaque mois. Il faut compter un minimum de 45 000 € pour cette autorisation à circuler. Pour la voiture elle-même, c'est encore 45 000 € de plus. Il faut doubler la mise.
Et ce n'est pas fini. Pour rouler, l'automobiliste doit encore passer à la caisse. Singapour a été la première ville au monde à avoir mis en place un système de télépéage urbain. Des portiques électroniques sont installés à l'entrée de tous les quartiers. À chaque passage, une somme est débitée automatiquement sur la carte à puce obligatoire, installée dans tous les véhicules. Le tarif varie en fonction de la zone et du type de véhicule utilisé. Traverser le centre-ville peut vous coûter 20 centimes tôt le matin et presque 4 € quelques heures plus tard, à l'heure de pointe. Le système ne se contente pas de taxer les automobilistes. Il les encadre aussi avec précision. Cet homme a la responsabilité de gérer la mobilité à Singapour. Une notion essentielle dans un pays obsédé par l'efficacité. C'est un endroit où très peu de gens sont autorisés à venir. Ici, Choi Chip-Chung, grâce à un ordinateur central appelé en toute modestie système de transport intelligent, ne se contente pas de surveiller le flux de circulation. Il le prévoit et l'anticipe en temps réel. Le système de transport intelligent nous alerte dès qu'il y a un problème. Par exemple, si un véhicule tombe en panne, il nous transmet les informations. On clique et on a sur la carte la localisation précise du véhicule. Mais à la différence de tous les centres de contrôle routier au monde, celui de Singapour s'appuie sur les données fournies par des millions de capteurs disposés sur toutes les routes. L'ordinateur est aussi capable de comprendre et d'analyser les images des caméras de surveillance. Dès qu'un paramètre sort de la normale, c'est l'ordinateur qui suggère la solution. Il est essentiel pour nous de détecter les incidents et d'y répondre rapidement. On s'impose un temps de résolution de 8 minutes dans les tunnels et de 15 minutes sur les autoroutes. Malgré tous ces efforts, le trafic routier génère encore des bouchons. Alors pour s'en sortir, Singapour imagine un futur où les conducteurs seront remplacés par des engins robotisés. La plus prestigieuse école d'ingénieurs du monde, le MIT américain, s'est associée avec l'Université de Singapour pour tester une voiture intelligente sans chauffeur. Celle-ci est conçue pour les personnes âgées. En 2030, à Singapour, 1 habitant sur 5 sera un senior. Vous indiquez ici l'endroit où vous allez embarquer. Attendez, je mets mes lunettes. Vous voyez, on est ici. Avec ce système, c'est la voiture qui vient vous chercher. Le volant a été remplacé par un écran tactile, sur lequel il suffit de taper son point de destination et se laisser guider. Le problème principal, c'est de pouvoir détecter les obstacles en mouvement. Il faut anticiper la trajectoire des piétons ou des véhicules. Notre véhicule ne doit s'arrêter que pour ceux qui vont lui barrer la route. Le système de détection des obstacles est en passe d'être au point. Il est pour le moment parfois un peu brutal. L'objectif est de mettre en service ces voitures intelligentes d'ici 3 ans. Un quartier de Singapour est déjà ouvert aux expérimentations grandeur réelle. Avec ces robots roulants, la vie des automobilistes singapouriens ne sera plus jamais la même. Ils vont pouvoir continuer à travailler dans leur véhicule. Si vous n'avez plus à conduire votre voiture, c'est un gain de productivité. Pour un conducteur qui passe 3 heures à conduire, ce sont des heures improductives. Imaginez alors 2-3 heures qui vous reviennent chaque jour. Vous pouvez en faire des choses. L'optimisation dans tous les secteurs fait partie de l'ADN de Singapour. Et la gestion de l'espace est depuis toujours son principal défi. La ville ne s'est pas seulement étirée en hauteur, elle s'est aussi étendue en surface. En 50 ans, le pays s'est agrandi de 22%. Mais comment? En empiétant sur la mer. Un cas
unique au monde. Liu Thai-Ker a été l'un des cerveaux de cette mutation de Singapour. Ici, c'est Beach Road. C'était autrefois la plage de Singapour. Et tout le reste a été pris sur la mer. Cette partie a été gagnée sur la mer, voilà un certain temps. Et tout ce qu'il y a autour aussi. Liu Thai-Ker, le baron Osman singapourien, a dirigé le bureau de l'urbanisme et de l'habitation de Singapour durant plus d'un quart de siècle. Il est considéré comme un véritable gourou de l'urbanisme. Le monde entier le consulte, car c'est lui qui a trouvé la formule magique qui fait que Singapour, une des villes les plus denses au monde, est paradoxalement une des plus agréables à vivre. Singapour semble bien plus grande que ses dimensions réelles. Et cela n'est pas arrivé par accident. C'était consciemment voulu. Le concept est venu du jeu d'échecs. Vous avez un carreau noir, un blanc, un noir. Vous mettez les gratte-ciel dans les carreaux noirs et les bâtiments historiques, les parcs, dans les carrés blancs. Et alors, lorsque vous regardez, vous ne voyez pas partout de grands édifices. À 77 ans, Liu Thai-Ker reste un visionnaire. Selon lui, Singapour doit continuer à grossir. C'est le prix de sa survie, face au développement spectaculaire de ses grands voisins, l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. Nous avons aujourd'hui approximativement 5,5 millions d'habitants. Je pense que nous devons planifier pour au moins 10 millions d'habitants et réserver des espaces pour se développer encore à l'avenir. Comment faire? Eh bien, encore gagner sur la mer. Mais cela prend du temps. Il faut attendre 20 ans pour bien assécher un sol et le tasser avant de pouvoir y construire. Et pour y arriver, il faut avoir une connaissance et une maîtrise de ce qui existe déjà. Alors, au bureau de l'urbanisme de Singapour, on a construit une maquette d'une précision inouïe. Tout Singapour y est reproduit à l'échelle. Chaque immeuble, chaque maison, chaque abribus, chaque arbre y a sa place pour les 50 prochaines années. Ce que vous voyez derrière moi est le modèle de Singapour avec tous les bâtiments existants modélisés à l'échelle. Et au fond, les nouvelles zones en développement. En bois, ce sont les constructions à venir. Mais en plus de ça, on garde de côté des terrains vierges pour les besoins futurs de la prochaine génération. Garder des terrains en friche pour les générations futures, Singapour refuse de céder au piège de la spéculation. Pour concevoir la cité du futur, les urbanistes ont aussi à leur disposition une maquette virtuelle de la ville, en 3D. Ce que vous voyez là, c'est une simulation de futurs bâtiments. Comme dans un jeu vidéo, ils peuvent tester en temps réel chaque nouveau projet architectural. La nouvelle idée en vogue, mettre de la verdure partout et recouvrir le béton de plantes. Singapour ambitionne de devenir une véritable cité-jardin, avec une idée derrière la tête. Résoudre à terme la question de l'approvisionnement alimentaire. C'est l'autre futur défi de Singapour. La population ne cesse de croître. Elle a gagné près de 40% ces 10 dernières années. À Singapour, il n'y a ni ferme, ni champ. Et le mot « campagne » renvoie à un exotisme lointain. 90% des denrées alimentaires sont importées, sans garantie sur leur origine et leur qualité. Mais dans la cité-État, il y a toujours une solution. Ceci est en fait une lessive pour fruits et légumes. Si vous avez l'impression qu'il y a certains pesticides ou des produits chimiques sur vos légumes, alors vous pouvez les laver.
Parfois, pour les légumes étrangers, on ne sait pas trop quels sont les produits chimiques qui ont été utilisés pour les faire pousser. La solution, c'est donc le Made in Singapour. Derrière ce slogan, cet entrepreneur. Il s'est inspiré de la vie à la verticale pour développer l'agriculture à la verticale. Il y a 3 ans, il crée la première ferme verticale commerciale du monde. Et depuis, il empile ses cultures maraîchères. Nous sommes capables de produire plus de 8 fois la quantité de légumes qui seraient cultivés à même le sol. Un autre atout, le système est écologique. Les serres servent de rempart contre les insectes et évitent l'utilisation de pesticides. Les plants sont posés sur des tours rotatives irriguées à l'eau de pluie. Récoltés en matinée, les légumes sont disponibles sur les étals des supermarchés l'après-midi même. Notre système utilise très peu de main-d'œuvre et on peut utiliser des seniors pour travailler avec nous. Car ce n'est pas un travail qui brise le dos. Vous pouvez voir que c'est très ergonomique. Ils viennent, ils récoltent, c'est confortable et ils l'emballent. Plus cher que ses concurrents étrangers, la production de la ferme verticale couvre déjà 7% des besoins des Singapouriens en légumes frais. L'entrepreneur, comme tout le monde à Singapour, voit loin. Son but ? Associer la ferme verticale à la pisciculture. Les légumes se nourrissent des déjections de poissons et les poissons des feuilles mortes. Grâce à ce seul bassin, je fabrique 2 produits, du poisson et des légumes. Après avoir gagné de l'espace en hauteur, empiété sur la mer, Singapour part à la conquête de son sous-sol. Premier chantier, le métro. À Singapour, on ne discute pas de la construction d'1 ou 2 stations supplémentaires. Dans 15 ans, le réseau aura simplement doublé. 24 heures sur 24, une armée de travailleurs immigrés creuse 182 nouveaux kilomètres de tunnels. Mais le plus intéressant, c'est ce que Singapour va installer sous le métro. Direction les entrailles de la Terre. Cet ascenseur nous conduit à près de 200 mètres sous le niveau de la mer. Là, je vous amène à la caverne numéro 3. Depuis 2001, l'ingénieur Ming Lu travaille sur ce chantier titanesque et secret. L'idée ? Enfouir dans des cavernes géantes tout ce qui encombre inutilement la surface. On va l'utiliser pour le stockage des hydrocarbures, principalement du pétrole lourd. Ces cathédrales souterraines, dont la construction a coûté plus d'1 milliard d'euros, peuvent chacune abriter Notre-Dame de Paris tout entière. Nous avons déjà étudié la possibilité d'utiliser tout cet espace pour beaucoup d'autres usages. Nous pouvons créer des centrales électriques souterraines, des usines de traitement des eaux souterraines, des incinérateurs souterrains, des réservoirs d'eau. En fait, nous avons la possibilité d'enterrer près de 11 activités industrielles différentes. Et pourquoi s'arrêter là ? Dans sa course à l'excellence, une université a le projet très sérieux d'installer son nouveau campus et ses 5000 étudiants à 50 mètres sous terre. Tous les plans sont déjà prêts. La beauté, c'est qu'on amène de la lumière naturelle sous terre, et en particulier au travers de ce système de colonnes centrales qui agit comme une rue principale. Nous devons mettre au point des technologies qui permettent d'aller sous terre rapidement, de façon sécuritaire, économique et propre. C'est dans ce sens que va la recherche. Singapour veut aller encore plus loin. Et si carrément, faute de place, l'homme vivait sous terre.
À l'université, des études très sérieuses sur le fonctionnement du cerveau sans lumière naturelle sont menées par des équipes pluridisciplinaires. On veut étudier si le fait d'être sous terre affecte vos performances, vos fonctions cognitives, l'habilité. Par exemple, si cela affecte les prises de décision. Devenez-vous plus prompt à prendre des risques? Devenez-vous plus ou moins agressif? Une des expériences utilise un système automatique d'analyse du regard. Son but, détecter si notre perception des émotions se trouve modifiée par le fait d'être sous terre. Et comment nous réagirions à l'absence prolongée de lumière. Ville laboratoire, Singapour mène des expériences dans tous les domaines. Elles peuvent tous nous concerner, dans un futur bien plus proche qu'imaginer. Un autre atout que les autorités affichent avec beaucoup de fierté, c'est la tranquillité. Singapour est une des villes les plus sûres et les plus disciplinées du monde. Et on peut se promener le soir, même tard, dans les rues, sans aucun problème. C'est vrai dans les quartiers touristiques autour des grands hôtels, mais c'est aussi vrai dans les endroits plus chauds, comme Geylang, le quartier de la prostitution. La prostitution, elle est tolérée. La présence des maisons closes est même indiquée par des chiffres ou par des néons rouges. Mais les propriétaires de ces maisons ont l'obligation tous les mois de fournir aux autorités la preuve que tous leurs employés ont subi un test de dépistage du virus du sida. Et pas question de plaisanter avec la loi ici. L'État vous protège, mais en même temps, il vous surveille. Reportage de Negar Zoka et Olivier Raffet. C'est la ville des interdits et des panneaux qui se multiplient. Singapour se vend comme une des villes les plus sûres au monde. Une fierté revendiquée jusque dans les boutiques de souvenirs. Pour les étrangers qui représentent plus de 40% de la population, la sécurité est un des attraits du pays. Ces deux professeurs du lycée français de Singapour se sont installés ici il y a 3 ans et leurs habitudes ont bien changé par rapport à la France. Donc là, je n'attache pas mon vélo, mais je le retrouve toujours sans problème. Bon, on n'est pas très loin non plus. Et en journée, on ne l'attache pas, on le laisse comme ça, juste posé. Il m'est arrivé une fois de laisser le portefeuille sur une table d'un café et je l'ai retrouvé 2 heures après, avec tout à l'intérieur. Cash et carte bleue. Allez, viens, on y va. Une incroyable sensation de sûreté qu'ils ont mis du temps à s'expliquer. En apparence, Singapour n'a rien d'un état policier. On voit très peu de policiers en uniforme. Alors après, il y a la rumeur dit que, enfin, en tout cas ce qu'on a lu et ce qu'on entend autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de policiers en civil. Ça, je sais pas, mais en tout cas, il y a des caméras partout. Les Singapouriens ont tous des téléphones portables et dès qu'il se passe quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est en train de filmer. Donc il y a un effet aussi d'élation, un effet chacun se surveille. Ils sont un petit peu parano parfois. À Singapour, les caméras sont de plus en plus nombreuses, un peu partout. Passages publics, métro et même habitations. Fin 2016, l'ensemble des résidences construites par l'État où vit 80% de la population sera équipée. Toute personne qui rentre ou sort de l'immeuble est filmée par les caméras de police. Et si un crime a lieu dans un bâtiment, les officiers de police peuvent alors venir et récupérer la vidéo et chercher des indices pour retrouver les suspects. Et nous pouvons aussi contrôler la caméra à distance. Ces caméras enregistrent ainsi tous les délits. Du vol de chaussures de sport dans un couloir d'immeuble aux actes de vandalisme. Les photos des suspects sont alors immédiatement affichées sur les réseaux sociaux avec appel public à témoins. Plus de 40% des arrestations sont ainsi faites grâce à l'aide des citoyens. L'important, c'est d'être un citoyen impliqué. Comment ? Suggestion sur la page Facebook de la police
empêcher les vols dans les magasins. Stop, shop theft is a crime. You don't want to serve time. Step behind and think for a while. Someone's watching from behind. We can stop it, you and I. You and I. It's not worth it. Shop theft is a crime. Encore mieux, le citoyen modèle peut patrouiller avec la police de son quartier. Quand nous aurons fini, nous ferons un débriefing. Sunitan est chef d'entreprise. Malgré un emploi du temps chargé, il consacre un soir par semaine à organiser des rondes avec la police. Quand vous voyez une personne suspecte, s'il vous plaît, relevez son identité. Avec une vingtaine d'autres résidents, il fait le tour des différents immeubles pour rappeler la loi, faire la morale et s'assurer de la tranquillité de tous. Notre rôle ici, c'est d'être les yeux et les oreilles de la police. Ils ne peuvent quand même pas être partout. Le vélo, le vélo! Vous ne pouvez pas faire de vélo ici, vous n'êtes pas autorisé. Vous voyez sur ce papier, et vous le dites à vos amis, ici vous n'avez le droit que de pousser votre vélo. Il y a $100 d'amende, c'est écrit ici. Sur le trottoir, vous n'avez pas le droit de rouler à vélo. La prochaine fois, vous aurez une amende. Et vous n'avez même pas de feu? Des citoyens très attentifs aux lois. Ici, la grande majorité respecte les lignes rouges. Et pour cause, on doit payer par exemple $1000 singapouriens, soit 700 €, pour ne pas avoir suivi une interdiction de fumer ou pour avoir craché un chewing-gum. Quant à ceux qui s'amusent à taguer les biens publics, la sanction est encore plus sévère. À Singapour, celui qui transgresse les règles s'expose à des sanctions drastiques. C'est connu. Nous venons d'en avoir confirmation et 2 taggers de Leipzig viennent de l'apprendre à leurs dépens. Ils ont été condamnés à 9 mois de prison ferme et 3 coups de bâton. Une nuit de novembre 2014, les 2 jeunes Allemands avaient tagué un wagon entier du métro. La justice singapourienne a obtenu leur extradition de la Malaisie où ils s'étaient enfuis. À leur procès, malgré leurs excuses publiques, ils n'ont pas échappé à la sentence. Et à Singapour, il y a la prison et les coups de bâton. Regardez ce clip de la police singapourienne censé dissuader les délinquants. Il est édifiant. Depuis, le film a été retiré des circuits de diffusion. Mais dans la seule prison du pays, on applique toujours les châtiments corporels.